On les appelle les montagnes russes parce que ça monte très haut, ça descend très bas. Chaque montée provoque l'euphorie, chaque chute le vertige. Et bizarrement, on fait la queue pour remonter et revivre le même scénario encore et encore. Je suis Fatem Zahra Alami. Je déchiffre avec vous les cartes brouillées de la relation pour tisser ensemble le fil qui relie le chaos d'hier à la liberté de demain. Un fil ténu, parfois, mais solide. Dans une relation amoureuse, les montagnes russes, ça ressemble à un chaos émotionnel. C'est l'alternance des moments intenses d'amour et d'autres où vous êtes considéré comme indésirable, parfois comme un ennemi, parfois comme un étranger. Et à chaque réconciliation, le soulagement est si immense, si puissant, qu'on le confond avec de l'amour. Ces sensations fortes font croire que l'amour est profond, mais en réalité, elles comblent un vide, celui d'une sécurité émotionnelle jamais encore vécue. Quand le calme est inconnu, le chaos devient rassurant. L'intensité devient une norme, et plus on ressent ce flux émotionnel extrême, plus on croit que l'amour se mesure à ces montagnes russes. Quand l'amour est imprévisible, le cerveau ne se repose jamais. Il reste en état d'alerte, il guette, il anticipe. Et quand survient le moment de réconciliation, c'est éclairci après l'orage, la décharge de dopamine est si puissante qu'elle marque le corps au fer rouge. C'est comme une machine à sous. Si vous gagnez à chaque fois, vous vous lasseriez. Si vous ne gagnez jamais, vous partiriez. Mais si vous gagnez une fois sur 10, sans savoir quand, vous restez. Vous restez parce que la prochaine fois est peut-être la bonne. Et c'est là que quelque chose de plus subtil se produit. L'intensité ne reste pas une sensation. Elle devient une histoire. On commence à dire « ce n'est pas une relation comme les autres ». C'est exceptionnel, c'est rare, c'est mon âme sœur. Personne ne comprendra ce qu'on vit. Plus ça fait mal, plus ça semble profond. Plus c'est instable, plus ça paraît passionné. Le cerveau associe l'intensité au sens. Et quand l'intensité est extrême, il conclut que le lien est unique. C'est ce qu'on appelle l'idéalisation romantique. Elle transforme le chaos en légende romantique, la dépendance en destin, l'addiction en amour absolu. Et tant que le récit est intact, le manège continue de tourner. L'instabilité n'empêche pas l'attachement, elle le renforce. C'est le paradoxe des montagnes russes. On croit qu'on aime une personne, en réalité, on est devenu accro à l'incertitude qu'elle crée. C'est l'attachement traumatique, un lien qui se renforce dans l'instabilité, une addiction à l'imprévisible. Et tant qu'on confond l'addiction avec l'amour, on ne peut pas descendre. C'est une matrice dont on a exploré ensemble les mécanismes la dernière fois dans Je l'aime à mourir. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Mais voici une question qui mérite d'être explorée pour éviter dorénavant les secousses des montagnes russes émotionnelles. Quelles failles silencieuses, quelles blessures anciennes nous retiennent dans ce manège? Pourquoi le chaos nous semble-t-il parfois plus familier que la paix? Parce qu'on ne quitte pas les montagnes russes de l'amour par hasard. On ne s'en libère pas par miracle, ça demande un chemin, des étapes, des prises de conscience, des gestes qu'on crée jour après jour. Et c'est justement ce chemin que nous allons tracer ensemble aujourd'hui dans les élans du cœur. Nous parlerons de ce qui nous a fait monter, oui, de ces vulnérabilités silencieuses, de ces histoires d'avant, de ces blessures qui ont rendu le chaos si familier.
Et nous parlerons ensuite dans la deuxième partie de la sortie. Des premières brèches, des petits pas qui deviennent des pas de côté, de ce moment où l'on cesse de subir le manège pour apprendre enfin à poser pied à terre. L'attachement traumatique ne tombe pas sur n'importe qui par hasard. Il trouve un sol préparé. Comprendre ce sol de vulnérabilité, celles qui nous ont préparés à l'attachement traumatique, c'est poser la première pierre de la liberté. L'attachement traumatique se nourrit de failles profondes, silencieuses, anciennes. Une peur du vide, une sensibilité au rejet, une attraction pour l'intensité émotionnelle, une hyperactivation du système nerveux, une tolérance à l'ambivalence. Ces vulnérabilités forment un terrain intérieur, un sol préparé par l'histoire, par l'enfance, par tout ce qui, bien avant la rencontre, a déjà tissé en nous la trame du chaos. Et c'est pourquoi même quand nous savons que la relation fait souffrir, nous restons. Même quand nous voyons la violence, nous nous accrochons. Le moteur n'est pas seulement émotionnel, il est structurel, il est psychique, il est inscrit dans l'histoire. Parce que notre cerveau a appris très tôt à associer trois choses: intensité, soulagement et connexion. Il a appris que plus c'est fort, plus c'est vrai, que plus ça fait mal, plus ça compte, que plus on craint de perdre, plus on aime. Alors, la séparation devient presque impossible. Elle n'est pas seulement douloureuse, elle est déchirante au sens propre, comme si l'on arrachait une partie de soi. Aujourd'hui, nous allons éclairer ces failles pour qu'elles cessent peu à peu de gouverner nos vies. La première vulnérabilité est l'attraction pour l'intensité. Elle est née dans un passé où l'intensité a souvent été confondue avec la connexion réelle, où les moments forts, même douloureux, étaient les seuls moments où l'on se sentait exister dans le regard de l'autre. Alors, on a appris que le calme est un désert, que la paix ressemble à de l'ennui, que l'amour, pour être vrai, doit faire du bruit. Et longtemps après, devenu adulte, on recherche inconsciemment ces montagnes russes émotionnelles qu'on appelle passion ou amour, parce que c'est la seule forme de lien qu'on ait jamais connue. La deuxième vulnérabilité est la sensibilité au rejet, parce que très tôt, l'amour reçu a été conditionnel. Il fallait performer, s'adapter aux exigences de l'autre pour mériter son attention et son approbation. Le système nerveux a appris une équation terrible. Perdre l'attention de l'autre, c'est perdre tout. Alors, chaque silence ou absence déclenche une alarme immédiate. Et on fait tout, absolument tout, pour rétablir le lien. Même s'il faut s'oublier, même s'il faut s'effacer, même s'il faut accepter l'inacceptable. C'est cette blessure ancienne qui crie encore et encore « Ne me quitte pas ou je meurs ». La troisième vulnérabilité est la tolérance à l'ambivalence. Quand on grandit dans une incohérence affective où l'amour est tantôt chaud, tantôt froid, tantôt présent, tantôt absent, tantôt tendre, tantôt violent, sans prévisibilité, sans repos, alors on apprend à tolérer l'ambivalence. On apprend à vivre avec le chaud et le froid. On apprend à ne pas exiger de clarté. On apprend à accepter les messages contradictoires ou ambigus, parce que c'est la seule façon de survivre dans cet environnement. Alors plus tard, dans une relation instable, on ne part pas, on ne met pas de limites,
on ne dit pas ceci est inacceptable, parce que le corps, lui, a appris très tôt que le chaos est la norme, que l'incohérence, ça peut s'endurer, que l'amour parfois, c'est ça. Cette tolérance n'est pas une force, c'est une adaptation à un monde qui n'aurait jamais dû être ainsi. On cherche ce qu'on connaît, pas ce qu'on mérite. Le corps s'emballe, le cœur s'accélère, la raison disparaît. Bienvenue dans l'hyperactivation. Certains systèmes nerveux sont comme des alarmes toujours prêtes à sonner. Le moindre stress relationnel, la moindre tension, la moindre distance, et tout s'emballe. Le cœur s'accélère, les pensées s'affolent, le corps se prépare à l'urgence, et dans cet emballement, la raison s'efface. La voix sage, celle qui pourrait nous protéger, devient inaudible. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivation affective, et elle a une histoire. Quand, dans l'enfance, la sécurité dépendait de notre capacité à rester vigilant, à anticiper les humeurs, à décoder les silences, à désamorcer les colères, alors le système nerveux se cale sur cette fréquence. Il apprend que pour survivre, il faut être en alerte, que pour maintenir le lien, il faut s'adapter en permanence à l'humeur de l'autre. Cette hyperactivation se manifeste par une alerte émotionnelle constante dès que le lien est menacé, même légèrement. Une anxiété intense face au silence ou à l'absence. Une surinterprétation des signaux relationnels. Un message, un silence, un regard devient important et déclenche un stress interne. Une difficulté à calmer ses émotions seule, car le système reste sur le mode vigilance maximale. Alors, dans une relation chaotique, on ne peut pas se détendre, on ne peut pas prendre de recul, les émotions s'emballent et on se retrouve piégé dans une réactivité permanente. C'est un corps qui, depuis longtemps, a appris à se battre pour mériter l'amour. En résumé, l'hyperactivation, c'est le système d'attachement qui reste en alerte maximale, comme si chaque absence ou conflit était une menace grave. C'est cette hyperactivation qui rend le lien addictif. Elle amplifie chaque moment chaud-froid, chaque absence ou attention et renforce le cycle émotionnel. Et enfin, il y a cette peur, la plus profonde peut-être, la peur du vide relationnel. Pour certains, l'absence de lien n'est pas un manque, c'est un gouffre, un trou noir, une expérience de mort psychique. Cette peur s'enracine dans des expériences anciennes de solitude insupportables. Alors plus tard, on préfère n'importe quelle relation à pas de relation du tout. On préfère l'instabilité au vide. On préfère la douleur partagée à la paix solitaire. Parce que la solitude, pour ceux qui l'ont connue trop jeune, n'est pas un choix, c'est une terreur. Et c'est ainsi que l'on reste, non pas parce qu'on aime trop, mais parce que le vide dehors fait plus peur que la tempête dedans. Autrement dit, perdre une relation même instable crée un vide intérieur plus terrifiant que la douleur. Maintenant que nous avons vu ce qui nous fait monter dans le manège, nous pouvons enfin regarder vers la sortie. Nous pouvons entrer dans le cœur du chemin, les étapes qui mènent du chaos à la liberté. Ces vulnérabilités sont des blessures, des histoires, des chemins qu'on n'a pas choisis, mais qu'on a dû emprunter. Les voir, c'est déjà commencer à les dénouer. Mais les voir ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment descendre du manège. Et c'est exactement ce que nous explorerons ensemble dans le prochain épisode, le chemin de libération, étape par étape. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé.
Prenez le temps d'accueillir tout ceci. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.